Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Sénat. Aujourd'hui, on vous propose de suivre l'examen du budget des collectivités locales, très attendu par les élus à 3 mois des municipales. Les sénateurs ont voté une prime de 500 € pour les maires et considérablement réduit l'effort demandé aux collectivités territoriales dans la réduction du déficit public. Je vous laisse la suivre et on se retrouve juste après. L'ordre du jour appelle la suite de l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, articles 72, 73, 74, 75, 76 et 77, du compte spécial Avances aux collectivités territoriales du projet de loi des finances pour 2026. Dans la discussion générale, nous sommes parvenus à l'intervention de M. Bernard Buis pour le groupe du Rassemblement démocratique. RDPI, allez-y. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'année dernière, je débutais mon intervention sur la nature des relations entre l'État et les collectivités territoriales avec la question de savoir si elles étaient fraternelles et je répondais être convaincu qu'elles devraient l'être davantage. Un an plus tard, est-ce vraiment le cas ? Si la réponse à cette question n'est pas évidente, ce qui est une certitude en revanche, c'est que les collectivités vont encore une fois contribuer à l'effort de redressement des finances publiques. Notre groupe n'y est pas opposé tant que cela reste contenu et justifié. S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, principal concours financier de l'État aux collectivités, force est de constater qu'elle est gelée à son niveau de 2025. Compte tenu de l'inflation anticipée à 1,1%, cela correspond à une baisse en volume d'environ 300 millions d'euros. Mais toute proportion gardée, le montant global de la DGF représente 32,57 milliards d'euros. Par conséquent, là où se concentre l'effort demandé, c'est bien sûr le soutien aux investissements. À ce titre, le gouvernement souhaite proposer une fusion des différentes dotations. Adieu des TER, des PV et des CIL, souvent indispensables pour la mise en place de projets, et pourtant pas assez cités par les acteurs lors des inaugurations notamment. Reconnaissons en même temps qu'avec la multiplication de ces acronymes, il y a de quoi y perdre son latin. Madame la Ministre, notre groupe soutient la volonté du gouvernement de simplifier et de rendre lisible le soutien de l'État aux investissements locaux. Cependant, la dotation d'équipement des territoires ruraux mérite à nos yeux de conserver une place à part entière. La logique de simplification avancée pour justifier la création du nouveau fonds d'investissement territorial pourrait, en pratique, favoriser une concentration des financements au bénéfice des territoires disposant des capacités d'ingénierie les plus solides pour répondre aux appels à projets, au premier rang desquels figurent les villes et les métropoles. Notre groupe considère qu'une telle orientation serait de nature à raviver les inquiétudes exprimées de longue date par les maires des petites communes rurales qui sont mobilisés contre le phénomène de captation progressive de la DETR par les collectivités plus urbaines. Il a pu être constaté que des villes-préfectures ou sous-préfectures de départements très ruraux peuvent, en toute légalité, bénéficier des crédits de la DETR en raison de leur appartenance à des EPCI composés majoritairement de petites communes rurales éligibles. Nous avons donc déposé un amendement visant à supprimer l'article 74 du PLF et nous aurons l'occasion de revenir sur les raisons le justifiant. Dans le même esprit, nous souhaitons maintenir le volet collectivité territoriale du Fonds de secours outre-mer dans sa configuration actuelle, contrairement à ce qui est envisagé à l'article 73. La fusion envisagée risquerait de réduire la lisibilité budgétaire et la capacité de suivi des crédits spécifiquement destinés à l'outre-mer et au territoire métropolitain. En intégrant ces financements dans une enveloppe nationale plus large, comment identifier facilement la part réellement consacrée à chacun ? Dans un contexte où la différenciation territoriale est pourtant essentielle, nous considérons également que le maintien d'un dispositif autonome répond à un impératif de cohérence administrative et financière. Notre groupe est bien placé pour le savoir, les collectivités d'outre-mer font face à des vulnérabilités structurelles liées à leur exposition aux risques naturels majeurs, à leur isolement géographique et à leurs contraintes économiques. Toutes ces caractéristiques justifient un traitement spécifique reposant sur un outil budgétaire clairement identifié et adapté à leurs besoins. Autant de raisons qui justifient le maintien du volet collectivité territoriale du Fonds de secours outre-mer
sans l'évolution envisagée dans le PLF. Par ailleurs, au-delà des efforts demandés en matière d'investissement, nous pouvons observer une tentative d'économie supplémentaire sur les recettes fiscales des collectivités. Là encore, notre groupe proposera donc de modifier le texte à propos du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Ce fameux DILICO, instauré en 2025 pour faire contribuer les collectivités à l'effort national de redressement des finances publiques, pourrait, selon l'article 76 du PLF, être reconduit en 2026 avec un montant global doublé à 2 milliards d'euros. Un doublement de l'effort réparti entre les communes à hauteur de 720 millions d'euros, les EPCI à fiscalité propre pour 500 millions, les départements pour 280 millions et les régions pour 500 millions. Face à l'élargissement du nombre de contributeurs, y compris de nombreuses communes moyennes et rurales, notre groupe ne peut rester impassible à une telle proposition. Ce qui pouvait être justifié pourrait clairement s'apparenter à une résurgence des contrats de Cahors. Or, une telle ponction priverait les collectivités de marge de manœuvre nécessaires pour l'investissement local, alors qu'elles subissent déjà le gel de la DGF, la réduction des dotations spécifiques et la hausse de leurs charges obligatoires. Vous le savez, Madame la Ministre, nous soutenons le gouvernement, mais notre boussole reste et demeure l'autonomie de nos collectivités. Notre groupe défendra donc des amendements dans l'intérêt de nos collectivités hexagonales et ultramarines en responsabilité, celle d'un législateur attentif et fidèle au territoire. Pour conclure, Madame la Ministre, nous attendons avec impatience l'année 2026 qui marquera, je nous le souhaite, une date importante dans les actes successifs de décentralisation et une nouvelle étape entre l'État et les collectivités dans l'évolution de leurs relations. Notre groupe, en fonction des amendements qui seront retenus ou pas, se positionnera en fin de séance pour voter ou pas ce budget. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Alain Roiron pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, et ce pour 9 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, il y a quelques semaines, le Premier ministre annonçait vouloir engager très prochainement un grand acte de décentralisation. Un acte fondateur d'une relation nouvelle entre l'État et les élus locaux, de clarification et de liberté. Ces mots ont, à juste titre, résonné dans nos territoires. L'expression a son poids. Pareil projet évoque nécessairement 1982, la rupture avec la tutelle préfectorale, le transfert des compétences réelles accompagné de moyens concrets, la promesse tenue d'une République décentralisée. Nous avons donc écouté avec attention. Et puis est venu le projet de loi de finances 2026. Il faut reconnaître au gouvernement un certain talent. Annoncer simultanément la liberté locale tout en la contraignant financièrement. Cela relève d'une virtuosité politique dont peuvent se prévaloir. Au-delà de la forme, nous devons le dire, le budget relève d'une arithmétique singulière. Les collectivités portent moins de 8% de la dette publique, elles assurent 58% de l'investissement public, mais elles devraient contribuer entre 15 et 25% de l'effort budgétaire national. On pourrait y voir une erreur de calcul. Non, il s'agit d'un choix politique. Un choix aussi discutable sur le plan de l'équité qu'il est contre-productif sur le plan économique. En bridant l'investissement local, on asphyxie l'un des seuls leviers de développement qui soutient tant bien que mal le dynamisme de nos territoires. Et manifestement, les amendements de nos différents rapporteurs attestent le manque de calibrage du texte initial. Je reconnais et salue la rigueur des travaux menés en amont du texte en séance. Commençons par ce qui ne change pas, car la dotation globale de fonctionnement est stable, nous dit-on. Hélas, l'inflation, elle, ne l'est pas. Anticipée à 1,1%, ce qui correspond à une baisse en volume de 300 millions d'euros. Une stabilité en trompe-l'œil, d'autant plus
que dans de nombreuses petites villes, cette DGF est déjà intégralement absorbée par le premier dispositif de lissage conjoncturel. Soulignons l'adoption de l'amendement, notamment porté par le groupe socialiste et républicain, qui a permis la fraction de la TVA des régions. La remplacer par une dotation figée aurait encore aggravé leur situation, alors que les régions supportent déjà 21,2% de l'effort pour 12% seulement des produits. Sur la péréquation, la progression est bienvenue, mais dans une enveloppe fermée. Les associations d'élus nous alertent tous. Près de la moitié des communes verront leur dotation diminuer. Alors même que les marges locales s'amenuisent, le gouvernement a choisi de remodeler les outils d'investissement en fusionnant la DETR, la DSIL et la DPV. Une fois n'est pas coutume, sous couvert de simplification, effectivement demandée par nombre d'élus, on dilue l'enveloppe de 200 millions d'euros. Et surtout, cette enveloppe fait disparaître une garantie essentielle. La DETR constituait une enveloppe sanctuarisée pour les communes rurales, un socle connu, anticipable, inscrit dans une stratégie pluriannuelle. Ce fameux FIT efface et repère et ouvre la porte pour une redistribution plus volatile, plus discrétionnaire. Au moment même où l'on parle de décentralisation, on renforce de façon considérable le pouvoir des préfets sur l'investissement local, tout en sacrifiant la différenciation territoriale. Là encore, nous saluons la sagesse des rapporteurs qui ont proposé la suppression de ce dispositif. Les départements, quant à eux, atteignent un point de rupture et subissent un effet de ciseaux redoutable. Alors que les droits de mutation s'effondrent avec le marché immobilier, les allocations individuelles de solidarité représentent désormais un tiers de leurs dépenses, mais ne sont compensées qu'à hauteur de 43,5% par l'État. La parole est maintenant à Madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. À vous, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, je vais essayer d'être aussi bref que possible pour que nous ayons du temps pour débattre. Donc, je ne répondrai pas à chacun de vous là, mais je le ferai au moment des amendements. Je voudrais juste rappeler le début de l'histoire, parce que si je partage ce qui a été dit, il est important qu'on se rappelle du premier épisode du scénario. Le budget qui est proposé est un budget qui prend en compte une dette de 3 400 milliards d'euros. Il est évident que quand on a 3 400 milliards d'euros, on est plutôt dans la frugalité que la prodigalité, et que donc à un moment, ça vient effectivement heurter un certain nombre de dépenses. Ce budget, il est en hausse, enfin la dette est en hausse de 12 millions d'euros par heure, ce qui fait toujours un peu peur. Et l'objectif, vous le savez, que nous avons construit ensemble en 2025, c'est de ramener le déficit à 5,4 en 2025. Et je pense qu'on pourrait y arriver un peu moins de 5%, autour de 5% en 2026 et atteindre 3% en 2029. Vous savez, cette nécessité de redressement qui est nécessaire pour notre souveraineté, mais aussi pour maintenir, préserver tous les services dont vous avez parlé de manière très juste et qui nous tiennent à cœur et qui sont assurés par nos collectivités. Donc le budget qui est présenté, ce n'est pas un budget de facilité, c'est un budget de responsabilité, de vérité, mais aussi de solidarité. C'est un budget, je le dis, nous avons sans doute une différence. Nous avons essayé de préserver la capacité de fonctionnement des collectivités et que je me rappelle avoir connu en 2015, j'étais même à l'époque, un soudain trou d'air en matière de DGF, parce que le gouvernement de l'époque l'avait baissé de plus de 30%, et que la DGF n'est plus indexée sur l'inflation depuis François Baroin, qui est toujours un grand maire et qui fut un grand ministre. Donc,
vous le savez, vous le dites, et je le sais, les collectivités sont amenées à contribuer. Chacun reconnaît que les collectivités ne portent pas la part de responsabilité la plus importante sur ce déficit et qu'il faut qu'on sache les ménager. Et en même temps, quand le gouvernement va proposer de porter le fonds de sauvegarde pour les départements à 600 millions d'euros, cette augmentation conséquente viendra bien augmenter notre dette. La mission relations avec les collectivités, vous l'avez dit, c'est à peu près 4 milliards d'euros, un peu moins, alors que l'ensemble des transferts de l'État vers les collectivités, c'est 155 milliards pour arrondir. Donc il y a deux priorités pour la mission. Maintenir, je l'ai dit, en ayant maintenu les dotations de fonctionnement, nous avons souhaité, alors ça va vous faire rire, voire hurler, mais je le dis, nous avons souhaité préserver l'investissement local, vous l'avez dit, parce que les collectivités portent 70% de l'investissement rural, mais nous savons que dans les années électorales, l'effort d'investissement est moins important. Et je voudrais rappeler le montant de la DETR dont vous parlez tous, à l'intérieur du FIT ou sans le FIT. La DETR a été inscrite par le gouvernement à hauteur de 1 milliard d'euros dans la proposition qui est faite. Ensuite, soutenir les territoires ruraux, nous le partageons. Je rappelle que la dotation des aménités rurales est portée à 110 millions d'euros. Elle était à peine de 42 millions en 2023. La DSR augmente de 150 millions. Et cette DGF, je l'ai dit, elle est stabilisée après 3 années de hausse. Alors, nous aurons des questions sur le DILICO. Je me réserve les débats au moment où les amendements vont arriver. Juste deux choses. Le gouvernement émettra un avis favorable sur 2 points des amendements proposés. C'est-à-dire, nous sommes favorables au remboursement sur 3 ans et nous acceptons l'annulation de ces clauses que chacun appelle de Cahors, en tout cas de ces clauses contraignantes. Donc ces 2 points. Voilà. Mais oui, je vous remercie de noter les grands efforts que nous faisons après avoir présenté. Et ne me dites pas que c'est un minimum. Je continue. Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Quant aux régions, je sais, et nous partageons tout à fait le fait que les régions n'ont pas d'attachement profond au changement de part de TVA pour une dotation. Et nous partageons cela. Nous souhaitons que les régions puissent conserver une part de ressources dynamiques. Sur le DILICO, je ne peux quand même pas m'empêcher d'en parler, parce que ça va de pair avec les départements. On aura l'occasion d'en parler. Les départements, aujourd'hui, perçoivent des DMTO qui ont des effets de yo-yo. Ils ont beaucoup augmenté pendant certaines années. Ils ont baissé, ils commencent à remonter à peu près de 15%, on donnera les chiffres. Il n'empêche, nous l'avons dit, qu'il nous semble essentiel et important d'adhérer à ce que vous proposez, c'est-à-dire une réforme globale des finances locales, car on ne peut pas se contenter à chaque PLF d'abonder en matière de suggestions, de récriminations sous la forme d'amendements qui sont tout justes, mais qui viennent déséquilibrer, sans qu'il y ait eu d'études d'impact, une pyramide ou un édifice qui est très fragile. Donc moi, j'invite le Sénat à poursuivre son travail de diagnostic sur ce qui ne fonctionne pas sur les finances locales et à faire œuvre de propositions. Je pense que c'est un travail de fond. En tout cas, je pense que, j'adhère à votre souhait de stabilité, de lisibilité, de prévisibilité. C'est pourquoi je pense que ce travail de fond, il doit être entamé d'une manière collective et d'une manière courageuse, car je sais combien il est difficile de conduire au bout les révolutions en matière de finances locales. Je ne serai pas plus longue, parce que nous avons besoin de temps. Donc je vous en rends. Vous voyez, c'est aussi un acte positif du gouvernement. Je vous remercie de le souligner. Et je ne doute pas que nous saurons ensemble construire une copie responsable, même s'il nous arrive d'avoir des points de vue un peu différents, mais respectueux les uns des autres. Je vous remercie. À l'article 74, je suis saisi
d'une demande de parole de M. Genet. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. En quelques secondes, je voudrais amorcer le débat sur les fonds de soutien à l'investissement des collectivités en prolongation de ce que nous avons déjà dit lors de l'amendement de Mme Espagnac. Et Madame la Ministre, je vous ai entendu utiliser l'argument du cycle électoral pour justifier la baisse de soutien de l'État aux collectivités locales. Et j'ai regardé les chiffres de la DGCL pour les dépenses d'équipement du bloc communal en 2008, en 2014 et en 2020. Et s'il est vrai qu'on note une accélération des dépenses d'équipement des communes l'année qui précède le renouvellement municipal, l'année même des élections, il n'y a pas d'effondrement de l'investissement communal. Et donc, justifier qu'il faudrait baisser les soutiens en 2026 à la raison qu'il y aurait des élections, je trouve cet argument un peu spécieux, d'autant plus que le contexte aujourd'hui fait que depuis 2020, nous observons que les constructions publiques ont des coûts qui explosent. D'ailleurs, nous vous avons remis, Madame la Ministre, un rapport commis avec Anne-Catherine Loisier, avec Cédric Chevalier et Patricia Schillinger, pour démontrer effectivement que les dépenses d'équipement des collectivités augmentent beaucoup plus vite désormais que leurs recettes. Et enfin, j'aurais une question à vous poser. Parce qu'en commission DETR, comme tous mes collègues, je siège à la commission départementale, nous voyons passer les dossiers qui reçoivent des subventions de plus de 100 000 euros. Nous avons accès à la liste de celles qui reçoivent des subventions de moins de 100 000 euros, mais nous n'avons pas la liste de tous les projets déposés par les collectivités qui ne reçoivent aucune subvention. Et je crois qu'il y a là un formidable vivier de projets qui attendent des subventions. Et donc, les années électorales, si vraiment vous manquez de dossiers, peut-être qu'on pourrait soutenir les projets qui ne voient jamais de subvention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Arnaud, pour une prise de parole sur l'article. Oui, Monsieur le Président, je reprends les questions que j'ai posées, dont une partie vient d'être rappelée par mon collègue Genet sur le cycle électoral, donc je ne vais pas être plus long. Et j'avais une deuxième question tout à l'heure, c'était de savoir de quelle manière la DSIL qui va être affectée dorénavant à la main des préfets de département va être calculée pour l'attribution départementale eu égard au cycle précédent. Et je souhaiterais que ce cycle soit un cycle triennal pour éviter qu'on ait des effets de bord ou de mauvaise répartition de la DSIL aujourd'hui attribuée par les préfets de région à chacun des départements. Donc j'aimerais connaître la règle qui sera, à partir de 2026, appliquée en la matière. Je vous remercie. Merci. Nous passons... Oui. Monsieur Barros. Oui, merci, Monsieur le Président. La fusion des trois dotations est un instrument unique, modifie la nature même de la relation entre l'État et les territoires. Ce mouvement inquiète fortement les élus locaux car il remet en cause un équilibre patiemment construit entre l'État et les collectivités. Jusqu'ici, les dotations d'investissement, puisqu'il s'agit de la DETR, la DSIL et la DPV, s'appuyaient sur une architecture différenciée, combinant des logiques nationales, régionales et départementales et intégrant des instances de dialogue, notamment les commissions associant les élus. Elle traduisait les principes de l'adaptation des outils de l'État aux besoins spécifiques des territoires. Or, l'article 74 supprime ces différences. Les élus ruraux comme urbains l'expriment clairement lorsque les enveloppes deviennent fongibles, lorsque les critères se resserrent autour de priorités nationales, la capacité des élus locaux à infléchir l'allocation des crédits se réduit mécaniquement. Le risque, c'est l'uniformisation des réponses, là où les besoins sont par nature inégaux, hétérogènes et territorialisés. On aura l'occasion de défendre, mais peut-être, je pense, on fera défendu pour l'ensemble des amendements que nous déposerons, de suppression évidemment de cet article. Merci. Monsieur Pacaud, pour une prise de parole sur l'article. Oui, un petit mot concernant effectivement ce FIT, ce nouveau fonds qui, pour reprendre l'expression de Madame le ministre tout à l'heure, est censé simplifier les choses. Mais simplification, il ne faut pas que ça soit une mystification. Et très concrètement, cette fusion fait peur à tout le monde et notamment aux petites communes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est réserve parlementaire. Ça a disparu, on n'en veut plus. Mais cette espèce de grand FIT, ce sera une énorme réserve préfectorale. Le préfet fait ce qu'il veut. Il existe effectivement le ou les préfets, puisque la DSIL était liée au préfet de région, mais il semblerait que maintenant, il y ait un regard départemental, et ça, c'est très bien. Toujours est-il que lorsque le préfet, qui ne connaît pas forcément parfaitement son département, va avoir des dossiers qui vont venir, il aura
peut-être un petit peu tendance à être plus sensible aux grandes villes. Les petites communes qui avaient la sécurité de l'enveloppe de la DETR sont très inquiètes. Alors elles sont aidées par les sénateurs, mais on a vraiment très peur que la disparition, la fongibilité de la DETR pénalise avant tout la ruralité. Monsieur Buis, vous avez la parole pour une prise de parole sur l'article. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaite à mon tour relayer les alertes des élus locaux et attirer votre attention sur le risque que fait peser l'article 74 sur les collectivités. En fusionnant la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville et la dotation de soutien à l'investissement local au sein d'un nouveau fonds d'investissement pour les territoires, on simplifie certes les sigles, mais à quel prix ? Celui de la lisibilité pour nos communes. La DETR, la DPV et la DSIL ne sont pas de simples acronymes, ce sont des outils concrets indispensables à la réalisation des projets locaux. Les regrouper dans un fonds unique favoriserait de fait les territoires dotés des meilleures capacités d'ingénierie, à savoir les grandes villes et les métropoles, tout en risquant de pénaliser les petites communes rurales déjà confrontées à la captation des crédits par les villes préfectures ou sous-préfectures intégrées à des intercommunalités majoritairement rurales. Le fait de modifier ces dotations à quelques mois des élections municipales semble également être le pire moment pour permettre aux citoyens de comprendre l'action de leurs élus et le travail accompli sur le terrain. C'est pourquoi, au nom des communes rurales et des maires de proximité, nous défendrons un amendement de suppression de cet article pour garantir que la DETR et les autres dotations continuent de jouer pleinement leur rôle au service de tous les territoires, sans dilution ni perte de lisibilité. Merci, Monsieur Benaroche. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été répété par mes collègues, que je partage parfaitement. Et nous avons aussi déposé un amendement de suppression. Je voulais juste faire une petite remarque, et ce n'est pas polémique, mais je vais quand même la faire. Certains parmi vous sont intervenus très justement en expliquant qu'on ne pouvait pas laisser tout ça, surtout regrouper, fusion égale confusion, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Lurel. Vous avez fait remarquer qu'on ne pouvait pas laisser en fait tout ça aux mains du représentant de la nouvelle centralisation déconcentrée qui est le préfet. Et vous avez parfaitement raison. Et donc juste une chose quand même, je vous le dis parce que vous l'avez fait souvent ces derniers mois, ne votez pas systématiquement des pouvoirs supplémentaires, y compris dérogatoires au préfet. Merci, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je tenais à porter ma voix avec celle d'autres pour dire combien ce fonds d'investissement des territoires qui vise à regrouper et fusionner différentes enveloppes préexistantes, DETR, DSIL, fonds verts, ne manquait pas d'inquiéter. Et c'est vrai que nombre de communes rurales déjà regrettent que parfois des subventions de DETR soient attribués à des territoires qui ne sont pas, on va dire, ruraux dans la façon dont ils sont perçus. Par ailleurs, je vois dans la rédaction de l'article, dans le premier paragraphe qui crée le FIT, le fait que ce FIT est créé pour les EPCI et les communes, dans cet ordre-là. Or, il me semble, Madame la Ministre, que le fondement de notre organisation, c'est bien la commune. Et donc, il me semble d'ailleurs que dans la rédaction même de l'article, il y a un sous-jacent qui ne va pas dans le sens de la construction historique de notre pays et dans le fait que la commune est au fondement et que l'EPCI est une émanation des communes et des volontés communales et non pas une institution qui est amenée à se substituer à elle. Et donc, rien que pour cette rédaction, me semble-t-il, défaillante de l'article, il mérite sa suppression, raison pour laquelle, avec les collègues du RDPI, Bernard Buis l'a dit, nous avons déposé un amendement de suppression. Monsieur Massé, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président et Madame la Ministre. Notre groupe également s'opposera à cette fausse bonne idée de création encore d'un FIT, voilà, un acronyme supplémentaire, parce que sous l'apparence d'une simplification, en fait, on voit très bien que c'est au prix d'une réduction immédiate et significative des moyens d'investissement pour nos collectivités. Et au-delà de cette contraction budgétaire, la nouvelle architecture propose de réels déséquilibres entre les territoires. Et ça, je tiens encore une fois à le rappeler. Je pense surtout à la disparition de la DETR, qui pourtant constitue aujourd'hui un moment fort qui est bien reconnu par l'ensemble des élus, notamment sur les territoires ruraux. Cette dotation, elle est stable, elle est clairement identifiée, elle garantit
jusqu'ici un accès équitable à des finances indispensables pour nos équipements de proximité. Sa fusion dans un fonds indifférencié mettrait désormais ces projets en concurrence avec d'autres priorités nationales. On créerait du flou, finalement, on n'en a pas du tout besoin. Donc il apparaît que la réforme proposée ne simplifie pas du tout, elle fragilise et c'est surtout, elle est illisible. Madame Espagnac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre groupe s'opposera également à la création du FIT, évidemment. Le gouvernement prétend simplifier. En réalité, il organise, Madame la Ministre, et je le regrette, la disparition de la DETR. Il se trouve que l'an dernier, Bernard Delcros et moi-même, nous avions été jusqu'à Matignon pour nous opposer déjà, puisque nous avions entendu cette éventualité de création du FIT. Et par bonheur, par rapport au débat que nous avions eu à la loi de finances 2026, cette proposition n'était pas arrivée jusqu'à l'hémicycle. Moi, je voudrais juste dire deux choses. La DETR, elle n'est pas une variable d'ajustement dans nos territoires. Elle bénéficie à 33 865 communes rurales qui ont un besoin de prévisibilité, pas de dilution dans un fonds unique ou de crédit risque d'être déployé ailleurs. Parlons également du calendrier ubuesque. De nombreuses préfectures ont déjà publié leur guide DETR décile 2026 avec des dates limitées en dépôt à fin 2025. Comment voulez-vous que les élus s'y retrouvent quand on change les règles en cours de partie? Enfin, mes chers collègues, et ça s'adresse à tous et je vous alerte, soyons honnêtes entre nous, le nouveau critère INSEE exclura dès 2028, et je ne l'ai pas entendu sur ces bancs, des communes et intercommunalités aujourd'hui éligibles. On passera de 33 865 communes bénéficiaires de la DETR à 30 596 au sens de la définition INSEE. Ce qui veut dire que 300 communes seront demain exclues de ce nouveau fonds. Cette réforme est prématurée et mal calibrée. Gardons nos notations distinctes, sanctuarisons les enveloppes dédiées à la ruralité, travaillons plutôt sur la vraie simplification que demandent nos élus, celle des procédures, des calendriers et de la convergence des critères. Je vous demande donc, mes chers collègues, de nous opposer tous ensemble à la création de ce FIT. Monsieur Chassaing, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est également un projet de suppression de cet article. Le FIT qui remplace donc la DETR, la DPV et le DSIL est présenté comme une simplification. En fait, on risque d'aller à l'effet inverse parce qu'en fusionnant, le FIT dilue également les priorités, soutien au monde rural d'un côté, intervention dans les quartiers de ville de l'autre. Donc cette mise en concurrence de territoire ne relève pas des mêmes besoins et on risque de brouiller la cohérence des investissements publics et de ne pas répondre aux enjeux ruraux ni aux enjeux urbains. Donc nous souhaitons supprimer cet article. Merci. Monsieur Saumon, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais pas revenir sur tous les arguments que je partage complètement. Rappelez quand même que la DETR, c'était aussi, je dirais, l'émanation des réserves parlementaires qui étaient allouées aux parlementaires, députés comme sénateurs en particulier, qui aidaient les petites communes justement à faire leur investissement, première chose. La deuxième chose, c'est que la pratique dont j'ai quelques années d'expérience m'a fait rencontrer des préfets, tous à essayer effectivement de faire en sorte qu'il y ait une possibilité de fongibilité d'un certain nombre de fonds, notamment DETR, DSIL et fonds verts. Jamais avec la politique de la ville. C'était plutôt avec le département qu'il travaillait pour la politique de la ville. Donc manifestement, c'est oui pour une... Et ça ne fait pas donner plus de pouvoir au préfet, puisqu'il avait déjà la latitude, soit par le préfet de région pour la DSIL, soit pour le préfet pour les investissements de moins de 100 000 € de subvention par le préfet de département. Donc il n'y a pas de déconcentration supplémentaire accordée et de pouvoir supplémentaire au préfet. Par contre, il y a une nécessité de rendre cohérent la DSIL et la DETR pour les projets communaux, mais absolument pas la politique de la ville qui n'a jamais servi à aider les préfets à satisfaire les besoins des communes. Merci. Je vais donner la parole à la ministre, ce qui permettra de clôturer cette discussion. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que la parole est à la défense. Alors, je vous dis, je suis commise... Non, mais avec conviction. Je vous le dis tout de suite, pour ne pas vous énerver davantage, j'émettrai un avis de sagesse. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien expliquer, m'écoutez pour savoir pourquoi on a fait ça, parce que je voudrais vous dire qu'il y a certains territoires d'outre-mer qui ne comprennent pas pourquoi le Sénat est aussi majoritairement contre.
Mais j'ai compris, je n'ose pas dire que le sénateur est craintif et qu'il doute, cher monsieur Pacaud, de sa capacité à expliquer au préfet au sein d'une commission comment les choses se passent. Mais encore une fois, moi je m'en rends à la sagesse du Sénat. Si nous avons proposé ça, c'est parce que nous entendons régulièrement, et comme vous, j'ai siégé à la DETR, et monsieur Saumon, on était à dire, enfin, si vous ne pouvez pas mettre de DETR, mettez un peu de décile, mettez un peu de fonds verts, l'essentiel c'est qu'on ait des subventions. Et puis figurez-vous que dans certains départements, les enveloppes affectées ne sont pas consommées. Non, ah non, alors, la parole est à la défense, donc je continue. Je peux vous dire, personne ne dort, voilà. Je peux vous dire... Ah, merci, monsieur le Président. Je peux vous dire, je ne donnerai pas de nom, mais je le sais et c'est vrai. Et donc, nous, notre idée, c'était de dire, permettons de répondre aux souhaits des honorables parlementaires qui sont en commission DETR pour dire on optimise les choses. Bon, maintenant, j'ai entendu, ceci dit, je veux quand même vous dire que pour moi, fusion n'est pas confusion et n'est pas disparition. Non, je peux vous le dire. Non, le sénateur est excessif. Je peux... Non. Merci. Laissez finir. La ministre, il reste 18 amendements identiques, donc voilà, vous aurez des choses à dire après. Madame la ministre, finissez. Ma réponse vaudra pour les 18 amendements, je ne reprendrai pas la parole. Je veux dire que quand ce système a été créé, je rappelle qu'en anglais, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, fit, ça veut dire que ça va bien. Et je me rends compte qu'ici, ça ne va pas du tout. Et donc, en tout cas, nous avions mis... Non, mais... Sérieusement, nous avions mis des clauses, c'est-à-dire, je rappelle que la DETR était 1 milliard et que nous avions décrit quelles communes étaient éligibles à la DETR et nous avions gardé les critères de l'année dernière. On avait sécurisé le process. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour contrarier les honorables sénateurs. Donc, j'ai bien vu que de toute façon, toute seule, enfin, j'ai proposé, vous disposer, d'accord ? Donc, ma réponse pour tous les amendements du 22 au 1864, comme ça vous allez me pardonner ce temps de parole, c'est un avis de sagesse. Merci. Monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, vous avez la parole pour défendre votre amendement de suppression 22. Merci, monsieur le Président. Je crois qu'au vu de toutes les prises de parole précédentes, et compte tenu des propos qu'on a pu tenir dans la DG tout à l'heure, il est largement défendu. Il se passe de tout commentaire supplémentaire. Cet amendement, vous l'aurez compris, vise à supprimer le FIT. Merci. Je vais passer en revue les 18 amendements identiques. Il y a eu beaucoup de prises de parole. Peut-être que vous pourriez être plus bref sur la défense de vos amendements de suppression. Le premier, le 51, il est défendu ? Madame Noël, il est défendu. Il est défendu. Monsieur Chevalier, le 74, il est défendu. Ah, pardon, monsieur Chassin, il est défendu ? Il est défendu. Monsieur Ralifet n'est pas là. Le 258, monsieur Blanc, défendu. Monsieur Anglard, le 276, défendu ? Défendu. Il est défendu. Monsieur Roiron, 309, oui, vous n'êtes pas exprimé. Ouais. Je ne me suis pas exprimé. Je voudrais dire quand même que Madame la ministre n'a pas répondu sur l'année 2020. Moi, vous avez entendu qu'il y avait des départements qui n'auraient pas tout dépensé de leur DETR. Moi, dans mon département, c'est un tiers. C'est un tiers des dossiers qui sont retenus. Donc, on est largement, et je crois que c'est dans beaucoup de départements. 2020, vous allez peut-être nous sortir le chiffre, mais je vous rappellerai, Madame la Ministre, que c'est l'année du Covid. Donc, peut-être qu'il y a moins de dossiers. Mais en 2014, j'étais maire, comme vous, à cette époque. Il y avait toujours plus de dossiers. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée. L'an dernier, c'était 150 millions d'euros de moins pour les dotations aux collectivités locales pour les investissements. Cette année, 200 millions. Et je ne parle pas du fonds vert, qui ne fait pas partie de cette mission, qui a été baissé de 74% en 3 ans. Merci.
Monsieur Massé, le 543 est défendu? Défendu. Monsieur Lévy, le 617, il est défendu? Merci. Monsieur Jurek, le 706, vous avez la parole. Oui, une petite prise de parole. Je ne me suis pas exprimé sur l'amendement. Je ne vais pas revenir sur le fond, Madame la ministre Gatel. Même si fit veut dire, au-delà d'être en bonne forme, la bonne taille. En l'occurrence, avec moins 350 millions d'euros en 2 ans, on n'est pas forcément à la bonne taille. Vous savez, Madame la ministre Gatel, moi je ne suis pas sénateur représentant des collectivités depuis très longtemps. Ça fait à peu près un peu plus de 2 ans. Je ne vais pas préjuger de votre décision et de vos avis que vous allez rendre, même si ça sera sûrement défavorable. Mais je suis un peu triste et déçu. Il nous manque sur ces bancs une sénatrice de taille qui était un peu plus à la gauche de l'hémicycle, c'était la sénatrice Gatel. Elle n'était pas forcément avec mon affinité politique, elle était un peu plus à gauche ici. Je l'ai connue un peu de temps, environ pendant 1 an. Alors Madame la ministre, si par hasard elle est devenue ministre comme vous d'ailleurs, c'est Madame la ministre Gatel, si vous croisez la sénatrice Gatel, dites-lui qu'elle nous manque, parce qu'elle n'aurait jamais baissé le budget des collectivités comme ça. Le 927, il est défendu? Il est défendu. Le Oui. 1040. Oui, non, juste Allez-y. quelques mots, puisque j'ai Allez-y. absolument rien dit sur le sujet. Il va sans dire que c'est un amendement de suppression et que si les collectivités, Madame la Ministre, souhaitent souvent une simplification, en effet, des démarches et une meilleure lisibilité des financements, il semble quand même extrêmement difficile de pouvoir faire une réforme de cette ampleur en ayant peu travaillé le dispositif. Et puis, c'est une incertitude qui pèse sur nos communes, évidemment sur nos communes rurales. La DETR est très attendue et cette fusion risque d'être préjudiciable. Donc, évidemment, je suis défavorable à cette fusion. Merci, Monsieur Genet. Vous avez défendu 1200? Juste pour préciser qu'au-delà de la défense des communes rurales, beaucoup de collègues sont intervenus sur le sujet. Je voudrais également relayer l'inquiétude de communes moins rurales, de communes urbaines. Notre ancien collègue Jean-Patrick Courtois, par exemple, m'interpellait sur la situation de la ville de Mâcon, qui a des quartiers en quartier politique de la ville. Et les élus urbains également s'inquiètent de cette fusion de tous les fonds en un seul fonds. Et donc je crois qu'il faut vraiment remettre l'ouvrage sur le métier, Madame la ministre. Et effectivement, si vous nous aviez présenté la création d'un FIT avec une augmentation des crédits de 25%, peut-être que l'accueil serait un peu différent ce soir dans l'hémicycle. Si Monsieur Arnaud l'est défendu, le 1283, il est défendu. Monsieur Buis, 1374, il est défendu. Madame la présidente Kuckerman, vous êtes quasiment au banc. Vous défendez votre amendement? Il est défendu. Monsieur Delcros pour le 1824. Oui, Madame la Ministre, il y a tant de problèmes à régler dans le pays que ce n'est pas la peine de casser ce qui marche bien, donc maintenons la DETR. Merci. Monsieur Benaroche, 1864, défendu. Merci. Je vais mettre aux voix ces 18 amendements identiques, pas d'expression, avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés et l'article 74 est supprimé. Madame la ministre, vous avez la parole. Je voudrais répondre à l'honorable parlementaire. D'abord, je suis très heureuse de voir que je fais l'unanimité contre moi sur cet amendement. Moi, j'aime beaucoup la clarté du Sénat. Voilà, je n'ai pas de souci avec ça. Monsieur, je vous pardonne votre jeunesse. Et avant, monsieur, de dire que je vais sans doute dire défavorable, c'eût été bien que vous écoutiez ce que j'ai dit en amont. Ça vous aurait évité de vous contredire. Après l'article 74, l'amendement 1825, Monsieur Delcros, vous nous le présentez? Oui. Madame la Ministre, je vous propose une mesure de simplification. Aujourd'hui, le préfet du département reçoit son enveloppe DETR. C'est une enveloppe qui est départementalisée. Sauf que pour gérer les dossiers de demande de subvention des collectivités, il faut qu'il attende que le préfet de région lui donne la part qui lui reviendra dans l'enveloppe DECIL qui, elle, est déléguée au préfet de région, avec même parfois des réserves qui sont mises en place au niveau de la région. Je pense que ça serait tellement plus simple que le préfet reçoive au même moment son enveloppe DETR et son enveloppe DECIL,
Cet amendement propose donc de départementaliser la DSIL. C'est une belle mesure de simplification qui faciliterait la tâche des préfets, qui ferait gagner du temps dans l'instruction des dossiers et qui permettrait peut-être aux élus de disposer du montant de leur subvention plus tôt. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la commission ? Alors, merci Monsieur le Président. Mon cher collègue, cet amendement est quand même un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que, pour autant, alors sur la départementalisation de la DSIL, on peut partager, mais je crains fort que dans la mouture présentée, il me faille vous faire une demande de retrait parce que la façon dont cet amendement est présenté, il procède à d'importantes redistributions en modifiant les paramètres aujourd'hui en vigueur. Et il me semble que ces effets redistributifs sont sans doute à retravailler à minima avec les associations d'élus. L'avis du gouvernement est donc demandé sur le réalisme opérationnel et les effets redistributifs de cet amendement. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Delcros, j'entends effectivement cette demande qui est une demande assez récurrente de passer la DSIL pour tout et partie au niveau départemental. Et vous proposez une règle qui est une règle, quand je dis rigide, vous comprenez, c'est une règle universelle, puisque vous prenez 2 critères, 50% sur tel bas. Moi, je vous avoue, par nature, et parce que j'ai été longtemps sénatrice, je pense qu'il y a une diversité dans les territoires et qu'il faut donner de la souplesse. Et monsieur le sénateur, monsieur le président, vous savez que la fameuse loi 3DS, où nous sommes venus soulever quelques irritants, a déjà introduit pour le préfet de région la possibilité de déléguer la gestion de la DSIL au préfet de département quand cela est pertinent. Et donc cela est possible. Et moi je propose, si vous en êtes d'accord, que dans le cadre des commissions DETR, vous évoquiez ça, que le préfet de région discute avec ses préfets de département, parce que vous pouvez aussi avoir des projets qui parfois sont à cheval sur 2 départements, parce que vous avez des territoires un peu frontaliers. Par contre, pour satisfaire cette demande, je proposerai dans la circulaire de répartition pour 2026, j'indiquerai avec précision au préfet de veiller à s'acquitter de cet examen de possibilité de DSIL dans les conditions qui sont les meilleures, sans figer les choses. C'est pourquoi je considère que votre amendement sera satisfait. Je vous demande donc de le retirer, sinon c'est un avis défavorable, Monsieur le Président. Monsieur Delcros, qu'est-ce que vous faites ? Je veux bien le retirer, Madame la Ministre, si vous me promettez qu'on peut engager un travail, y compris avec les associations d'élus bien sûr, pour aller vers la départementalisation de la DSIL. Parce que très franchement, je pense que ce serait quand même une mesure de simplification. Et les critères que j'ai choisis, ils ne sont pas compliqués. Hein. Il y a un critère de population et il y a un deuxième critère qui est un critère de richesse. Parce qu'on sait que quand on tient compte que du nombre d'habitants, on sait qu'à coup sûr, on a une mesure qui est injuste. Donc je veux bien le retirer, mais je pense encore une fois que ça serait une belle mesure de simplification, parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, il y a une circulaire, et les préfets de région peuvent donner au préfet de département déléguer la signature des arrêtés d'attribution de subventions, sauf qu'avant, il faut que le préfet de département connaisse le montant de la DSIL que lui attribue le préfet de région. Et souvent, il y a des mises en réserve au niveau de la région qui fait que ça échappe au projet des départements. Voilà, donc je veux bien le retirer. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Pacaud, Monsieur Chassaing, puis après je vous donnerai la parole pour conclure, Madame la Ministre. Monsieur Pacaud. Écoutez, moi je préférerais que Monsieur Delcros ne le retire pas, parce qu'il vaut mieux que ça soit tout de suite écrit dans la loi plutôt qu'attendre un éventuel travail de la part du gouvernement. Parce que on administre bien que de près, c'est pas de moi, c'est une circulaire qui date de Napoléon III, on le sait très bien, et dans les départements, on connaît mieux son territoire que dans les régions.
La preuve étant que pour tout ce qui est DETR, le préfet demande l'avis de ses sous-préfets. Il travaille par arrondissement. C'est toujours au plus près qu'on est le plus efficace. Donc l'amendement de Bernard Delcros, il est parfait, il faut le maintenir. Alors, le problème, c'est qu'il a été retiré par monsieur Delcros. Monsieur Pacaud, vous le reprenez, monsieur Pacaud? Il est repris par monsieur Pacaud. Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Oui, monsieur Giresse, un peu violemment. Hein, cet amendement, donc bien sûr, j'y suis favorable. Et donc, je remercie à Bernard Delcros, je remercie Madame le ministre, parce que, effectivement, s'il y a une possibilité d'amélioration, c'est quelque chose de tout à fait pertinent, parce qu'au niveau des départements, lorsqu'il y a eu la DETR pour un projet, ben, on est obligé d'attendre la décision du préfet de région, et c'est quand même bien que ce soit beaucoup plus rapide. Merci. Monsieur Arnaud. Oui, il en faut un ce soir. Je vais défendre la position de Madame la ministre en disant effectivement qu'il est nécessaire, et sur la base d'argumentation de Bernard Delcros, de prendre un peu son temps pour définir les critères qui vont permettre ensuite de redistribuer la décile. Parce que le critère de la simple population avec le potentiel financier, je ne sais pas ce que ça donne. Moi, je peux vous dire que dans la région Sud-Provence-Côte d'Azur, le département des Hautes-Alpes bénéficie d'environ 1 million d'euros de décile sur la volonté du préfet de département en lien avec le préfet de région, parce que les départements urbains n'utilisent pas la décile. Et régulièrement, les départements ruraux sont plus agiles, ont plus de dossiers, ont des besoins d'autofinancement de financement plus importants. Et donc, il y a des critères sur lesquels moi je souhaite que l'on ait un travail sérieux, établi, pour pouvoir être certain qu'au bout du compte, ce ne sont pas les départements les plus ruraux qui se verront amputés d'une partie de la décile. Donc je pense qu'on a intérêt à un peu temporiser avant de s'emballer sur ce sujet. Monsieur Folliot, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pour moi, il y a deux éléments, c'est-à-dire il y a le principe et puis il y a les critères. Ce soir, on pourrait voter au travers de l'amendement de notre collègue Delcros, repris par notre collègue, voter le principe. Ensuite, dans le cadre de la navette parlementaire, les critères, ils pourront être discutés, évoluer. Mais le principe de la départementalisation est un bon principe, pour des raisons d'efficacité, comme cela a été dit, mais aussi pour des éléments de proximité et de justice, je veux dire, à certains égards. Et donc, pour cela, moi, je crois qu'il faudrait voter cet amendement, et puis ensuite, on verra par rapport à une éventuelle évolution de ces critères. Madame la rapporteure, et puis ensuite Madame la ministre, et puis on conclura la discussion. Merci, Monsieur le Président. Mais, mes chers collègues, qu'on soit bien d'accord. Nous sommes d'accord sur le principe. Simplement, les paramètres sont à retravailler. En l'état, c'est un peu compliqué, voire contre-productif d'adopter cet amendement ce soir tel qu'il est, qu'il soit repris par n'importe qui. Enfin, je vois bien Olivier, mais bon, fais confiance à la sagesse des rapporteurs pour une fois. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pacaud, je ne doute pas que vous avez lu avec beaucoup de précision le texte et que vous savez déjà ce que ça va produire dans l'Oise. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine parce qu'on va avoir un amendement nous disant « Ah oui, mais moi dans l'Oise, ça va pas, en Polynésie, ça va pas, en Ille-et-Vilaine, ça va pas. » Non mais sérieusement, moi j'ai retenu ce qu'a dit Bernard Delcros. Je suis favorable à ce qu'on puisse départementaliser les choses. Mais vous ne pouvez... Enfin, je ne vais pas vous rappeler le sens de votre engagement, je ne me permettrai pas. Mais moi, j'entends 10 fois par jour, jour et nuit, libre administration, différenciation, voilà. Et soudainement, vous nous dites, et je vous lis l'affaire, que de manière universelle, dans tous les départements de France, on va répartir la décile entre départements et régions. Jusque-là, ça va, mais je vais vous expliquer la vie. En répartissant les crédits à 50% en fonction de la population des départements, à 50% en fonction du nombre de communes dans le département de moins de 5000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen. Moi, j'ai essayé de faire ça pour mon département. Ben, je peux vous dire, je suis sûre d'avoir des appels de maires qui vont me dire « Non, et qu'est-ce que vous avez inventé ?
ce truc qui peut aller dans un département, mais qui ne va pas ailleurs. Donc retenons l'idée, voilà, et est-ce que vous pouvez vous faire confiance en étant capable de dire au préfet, on bouge. Vous allez vous enfermer dans un piège qui va vous agacer, Monsieur Pacaud, et ça me contrarierait. Monsieur Roiron. Oui, moi je voudrais quand même dire que tout à l'heure, on n'a pas voulu fusionner la DETR, la DFIL et la DPV. Et là, ce qu'on propose, quelque part, ça va être de fusionner à un moment ou à un autre ces deux dotations, au niveau régional et au niveau départemental. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans notre schéma une contradiction dans ce que vous proposez? Cela peut paraître évidemment très intéressant, mais je vous demande de réfléchir, chers collègues, sur cette incohérence globale. Monsieur Benaroche, et puis après, oui, on va s'arrêter. Je voulais intervenir en soutien et en partageant totalement ce qu'a dit d'une part mon collègue Arnaud et d'autre part Madame la ministre Gatel. En fait, il suffit, permettrait pas de critiquer le fait que vous n'y avez pas pensé avant, mais en fait, quand on a une réflexion rapide et synthétique maintenant, comme nous l'avons tous, je pense qu'il faut voir les pièces qu'il y a derrière une peu importe, immédiate, sans avoir affiné la totalité des critères, et on va se retrouver enfermé dans chaque département, dans des périmètres, des cadres et des financements dont nous n'avons pas calculé aujourd'hui les incidences. Donc honnêtement, nous ne voterons pas cet amendement. Je sollicite même de vous, M. Pacaud, que vous ne repreniez pas l'amendement de M. Delcros. Je vais mettre aux voix cet amendement 1825 qui a été repris par M. Pacaud, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons ensuite à l'amendement 37. Madame Noël, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a vocation à mettre fin à une doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d'une dotation d'investissement au seul motif qu'elle ne s'inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l'État. L'affirmation de l'État à renforcer les intercommunalités s'est assortie de modifications législatives et pratiques de l'État local, fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux de l'État, type CRTE ou contrat de ruralité, la traduction de la volonté de l'administration d'établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s'inscrivant dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d'investissement, comme la DSIL. Certaines communes, et particulièrement en milieu rural, se retrouvent donc parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et contraintes de reporter, voire d'annuler des projets d'investissement. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Ma chère collègue, c'est une demande de retrait, puisque cet amendement reprend une recommandation du rapport sur les dotations d'investissement aux collectivités territoriales de nos prédécesseurs, les sénateurs Guéné et Reynal, de juillet 2022. Mais cette recommandation était adressée à l'administration d'État, la DGCL, les préfectures. Et voilà, donc c'est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la ministre? Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Noël, ce qui fut dit fut fait, puisqu'il y a une instruction ministérielle, Madame Noël, de février 2025, qui est adressée à l'ensemble des préfets et qui précise que les dotations et les fonds ne doivent pas être réservés aux seules opérations inscrites dans les CRTE. Et je peux même vous donner des chiffres. La moitié environ des crédits attribués dans le cadre des dotations d'investissement est mobilisée au soutien de projets mis en œuvre en dehors de tout contrat État-collectivité. Donc, c'est une demande de retrait. Il est retiré. L'amendement 37 est retiré. Nous passons au 1770. Monsieur Genin, vous nous présentez. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement qui visait
à réintégrer dans la liste des communes bénéficiaires celles qui percevaient la dotation biodiversité jusqu'au 31 décembre 2023. C'est un amendement qui allait de pair avec l'amendement 1771 qui a été rejeté tout à l'heure. Et comme la dotation qui a pris la suite, la dotation aménité rurale, est à enveloppe fermée, je vais retirer cet amendement en toute logique pour ne pas pénaliser les communes déjà bénéficiaires qui, si jamais cet amendement était voté, ce dont je doute très fortement, se verraient leur montant être réduit. Donc je retire cet amendement, Madame la Ministre, mais je maintiens ce que nous avons dit tout à l'heure avec mon collègue Weber, à savoir que ces 146 communes dans 40 départements, membres d'un parc naturel régional ou concernées par une zone de protection forte, étaient jusqu'au 31 décembre 2023 aidées par l'État parce qu'elles assument des charges de centralité écologique, que ces charges de centralité écologique existent toujours, que le soutien apporté par l'État est parfaitement justifié. Il y a un rapport du Sénat sur le financement des aires protégées qui le rappelait. Donc nous remettrons l'ouvrage sur le métier. Mais pour l'instant, Monsieur le Président, je retire cet amendement. L'amendement 1770 est retiré. À l'article 75, nous passons à 3 amendements identiques de suppression. Madame Noël, vous présentez le premier, le 34. Merci, Monsieur le Président. Le présent amendement vise à supprimer l'article 75 du projet de loi de finances pour 2026 qui maintient et ajuste le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, dit DILICO. Instauré en 2025, ce dispositif porte une atteinte durable à la libre administration des collectivités territoriales en prélevant des ressources pour alimenter un fonds de péréquation sans concertation préalable. L'article 75 du projet de loi de finances pour 2026 ne remet pas en cause le principe même du DILICO. Il se contente d'en corriger certaines malfaçons rédactionnelles et techniques. Et pourtant, ce dispositif continue de représenter une contrainte permanente sur les budgets locaux en limitant leur autonomie financière. Contrairement à des mesures temporaires et négociées, comme les contrats de Cahors ou les baisses de dotation, le DILICO s'impose de manière unilatérale et pérenne, sans que les collectivités n'aient pu anticiper ses conséquences. Bien pire, les ajustements prévus par l'article 75 s'appliquent à des exercices budgétaires déjà engagés, voire clos, comme celui de 2024. Et donc, les collectivités ont ainsi voté leur budget sans pouvoir intégrer l'impact de ces prélèvements, ce qui pose un sérieux problème de sécurité juridique et d'équité. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président Hervé, vous présentez le 1086. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne développerai pas encore plus les arguments très bien développés par Sylviane Noël, simplement pour vous dire qu'honnêtement, les collectivités n'en peuvent plus du DILICO 1, du DILICO 2, du FPIC, etc. Il y a un moment où dans les comptes des collectivités, ces terminologies, ces abréviations sont devenues un repoussoir à l'engagement et un empêchement d'investir et de faire fonctionner nos collectivités. Donc moi, DILICO 1, DILICO 2, je suis pour la suppression. Monsieur Benaroche, vous présentez le 1866. Je vais commencer par ce que vient de dire Loïc Hervé. Nous, DILICO 1, DILICO 2, nous sommes aussi pour la suppression, en fait. Parce que tous les maires que je vais voir, tous me parlent de ces mécanismes, me parlent du DILICO ou de ce qu'ils en comprennent et de la façon dont ça les a touchés d'une manière injuste, inattendue et indirecte. Et donc, sincèrement, notre amendement est un amendement de suppression de l'article 75 qui ajustait rédactionnellement le mécanisme du DILICO, ce qui permet, bien entendu, en supprimant l'article, de supprimer et de s'opposer à ce mécanisme, on va dire, déterminé, ajuste pour l'essentiel des collectivités. Bon, donc, je vais pas être plus long que ça. Le DILICO ne contribue en rien à simplifier le système de péréquation qui était déjà très complexe. Il ajoute une nouvelle strate à un ensemble déjà composé de multiples fonds aux objectifs parfois divergents comme le FPIC ou la DGF. C'est une accumulation de dispositifs qui rend le système totalement illisible, très peu performant et moins équitable pour les territoires. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous proposons de supprimer cet article et donc de supprimer le dispositif d'ILICO. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bien, mes chers collègues, je vais tout de suite vous indiquer que je suis défavorable à ces amendements de suppression de l'article 75 pour une bonne raison, c'est que si vous mainteniez la suppression de ces amendements, vous remettriez en cause le remboursement du premier tiers aux collectivités qui ont contribué au DILICO 2025. Il n'y a pas de piège, chers collègues.
On est justement, et pour une fois, il faut qu'on s'en félicite, sur une parole tenue, cet article 75. L'année dernière, lorsque nous avons présenté et adopté le DILICO, dont on peut discuter à l'infini de la pertinence ou non, en tout cas, on avait défendu ici au Sénat le fait que ce soit un système d'épargne forcée, on en convient, qui permettait de lisser des recettes de façon à dégager, à limiter le niveau de dépenses des collectivités. C'était ça l'objectif du gouvernement, et on l'avait fait en disant on veut un engagement en contrepartie, c'est l'assurance que les contributeurs retrouvent sur 3 ans la contribution qu'ils ont apportée à ce dispositif de lissage. Moins de 10% qui constitutionnellement était obligatoire en termes de péréquation. Mais en dehors de ces 10% de péréquation, les 90% reviennent aux collectivités qui ont contribué en 2025 au DILICO. Et cet article 75, il vient apporter une précision de lettres indispensable pour bien assurer cette première année de remboursement en 2026, et puis qui courra ensuite pour les 2 autres tiers en 2027 et en 2028. Donc si vous décidiez de supprimer cet article, le risque serait grand que les communes qui ont été prélevées ne retrouvent jamais les sommes dont elles ont été prélevées. Donc je vous encourage à ne pas adopter ces articles de suppression auxquels je donne bien sûr un avis défavorable. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, alors moi je pourrais dire favorable à cet amendement, ce qui pourrait apparemment satisfaire certains. Sauf qu'en faisant ça, comme vous supprimez le DILICO 1, vous supprimez la totalité du dispositif, donc vous décidez que l'État ne remboursera pas cette année 30%, c'est-à-dire les 300 millions, et la suite sera poursuivie. J'entends ce que dit Loïc Hervé, c'est-à-dire on a des FPIC, on a des choses qui ont été inventées à un moment dans une équation organisationnelle et budgétaire qui était juste. Le temps a passé, les réformes sont arrivées, on a gardé le FPIC. Alors le FPIC, il y a des contributeurs et des bénéficiaires. Bref, le FPIC, Monsieur le Président Hervé, est un dispositif pérenne. Le DILICO, je l'ai dit tout en étant extrêmement agréable aux sénateurs, a été inventé, notamment grâce au Sénat que je remercie, parce que nous sommes dans une situation si particulière, Monsieur Hervé, que nous avons 3 400 milliards de dettes et qu'il nous faut donc aujourd'hui trouver des éléments pour se redresser. Donc, je redis ce que j'ai dit, c'est un avis défavorable pour préserver l'intérêt de vos communes. Et Monsieur Hervé, je l'ai dit tout à l'heure, quant au DILICO 2, j'ai annoncé en tout début de séance que le gouvernement était favorable à une évolution sur 2 points. D'abord, ramener le remboursement sur 3 ans. Donc on réduit la durée, on s'aligne sur le DILICO 1 et on supprime les conditions qui vous perturbaient, que certains ont appelé, parce qu'ils ont des souvenirs, le contrat de Cahors. Voilà. Après notre accord, je pense se maintiendra là, parce que sur tous les amendements qui vont arriver, j'émettrai un avis, une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci. Je vais donner la parole pour des explications de vote. Et on commence par Monsieur Arnaud. Je suis désolé, Monsieur le Président. Président, je viens en soutien de la position du rapporteur Sautarel en inscrivant, et de la ministre, en inscrivant la réflexion sur le DILICO 2, dont on va discuter plus en détail en amont, de manière un peu cohérente. Nous avons une feuille de route qui est limitée à 2 milliards d'euros, la contribution des collectivités locales, sachant qu'on était entré à 4,6 milliards, en fonction des calculs, un peu plus même. Et donc, la proposition formulée par notre ami Sautarel, c'est justement d'essayer d'avoir un dispositif auquel, semble-t-il, le gouvernement donne son accord, qui est de réduire de 5 à 3 ans, d'avoir une contribution globale ramenée de 2 milliards à 890 millions d'euros, et exclure la totalité des communes du dispositif. Donc, à un moment, soit on arrive à tenir cette ligne de cohérence d'ensemble
Et il faut se donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre ce DILICO 2, faire en sorte que le DILICO 1 puisse être effectivement remboursé pour celles des collectivités qui ont déjà avancé, et on garde une cohérence d'ensemble. Donc autrement, on est dans une situation, on va laisser les déficits et les contributions dériver, et on n'arrivera pas à tenir une ligne qui est une ligne cohérente, qui est aussi de maîtriser l'impact que peut avoir l'effort global demandé à la nation et donc aux collectivités locales à 2 milliards. Donc je pense qu'on peut effectivement, et la période préélectorale pour les municipales, peut-être même un peu pour les sénatoriales, peut nous amener à faire un peu de surenchère, mais là je crois que ce dispositif est équilibré, et j'entends ici ou là parfois des remarques un peu incisives à l'égard du rapporteur. Moi je considère que le rapporteur a évité déjà l'année dernière une saignée encore plus importante que celle que nous aurons eue, et qui cette année nous permet aussi de tenir une ligne et d'exclure, je le redis, les communes, les 35 000 communes de France, de toute contribution. Donc c'est un point d'équilibre qu'il s'agit de ne pas rompre. Je vous remercie. Merci, monsieur Arnaud. Monsieur Waron, vous avez la parole. Pour oui, je voudrais dire que effectivement, il est quand même un peu particulier que ce soit les communes, les collectivités locales qui avancent de l'argent à l'État et qu'elles soient remboursées avec 10% de moins au bout de 3 ans. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Et puis là, on propose un DILICO 2. Et là, a priori, on est à 20%. Je le dis, c'est un prêt quand même qui coûte cher aux collectivités. Alors, j'ai très bien entendu ce qu'a dit mon collègue Loïc Hervé, et je suis assez d'accord avec lui. Les collectivités, que ce soit les régions, que ce soit les intercommunalités, les départements et les communes, ne comprennent plus du tout de quoi il s'agit. Ils ne comprennent plus où ils peuvent aller dans le temps. Et ils sont très inquiets. Donc nous sommes globalement contre le DILICO 1 et contre le DILICO 2. Monsieur le Président Hervé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce n'est pas parce que le DILICO est un pis-aller par rapport à ce qui était prévu que ça rend le dispositif sexy. Il est inexplicable au niveau de nos collègues maires quand il est arrivé. Espèce de prélèvement sur épargne qu'on te prélève et qu'on va te rendre par morceaux, et puis pas totalement, parce que si tu te comportes mal, tu n'auras pas tout. Ce genre de dispositif-là, ce qu'a fait quand même la très mauvaise réputation des contrats de Cahors, c'est inexplicable vis-à-vis de nos collègues élus. Donc c'est ce genre de dispositif qui fait preuve d'inventivité fiscale n'est pas bonne pour l'image du Parlement, pas plus que pour l'image de l'exécutif. Revenons-en à des dispositifs simples, compréhensibles, qui sont intelligibles pour la plupart des élus. Au sein des conseils municipaux, Madame la Ministre, vous n'avez pas que des spécialistes et des personnes qui sont à l'IGF. Vous avez des Français normaux, classiques, qui gèrent leur budget familial et qui essayent de comprendre de quoi on parle. Et quand vous expliquez dans un conseil municipal où vous allez voter le budget ce que c'est que le DILICO, comment est calculé le FPIC et les différents dispositifs qui sont vus de Paris, vus dans une logique à Bercy, etc., qui sont vraiment la quintessence de l'intelligence humaine, mais sur le terrain, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive, nous, y compris dans cette période du temps qui est particulière, où nous avons une défiance considérable de la part de la population vis-à-vis des élites, mais aussi de la part d'un certain nombre d'élus vis-à-vis de nous, d'être capable de voter une loi, et notamment une loi de finances, qui soit compréhensible. C'est pourquoi ces deux dispositifs, DILICO 1 et je dirais DILICO 2, même s'il y aura une version un peu plus homéopathique qui nous sera proposée, ne sont pas de bons dispositifs, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Oui, pardon, Monsieur le Président, mes chers collègues, peut-être juste resituer, puisqu'on va poursuivre à l'article 76 le sujet. Il fut un temps, on sabrait dans la DGF. C'était violent et il n'y avait pas de retour. Aujourd'hui, ce qui est proposé depuis l'année dernière, la situation de nos finances publiques, vous la connaissez, et ce n'est pas le Sénat à tirer la sonnette d'alarme suffisamment tôt. Je pense que personne aujourd'hui, enfin, je pense que dans les élus, chacun comprend que personne ne doit être exonéré d'une participation à l'effort national.
Tout le monde aspire à ce que, en fonction des uns et des autres, l'effort soit fait. Le dispositif de lissage conjoncturel, il est effectivement, le rapporteur Stéphane Sautarel l'a très bien dit, c'est une forme d'épargne forcée. Et pour la première fois, quand on vous prend 100, on vous rend 30, 30 et 30 en 3 ans. Alors, il manque 10, mais parce que... Oui, mais il manque 10 parce qu'il y a une obligation constitutionnelle. Voilà. Il faut... Non, mais ce n'est même pas les frais de gestion. C'est assez simple à dire. C'est, à défaut de dire, c'est un système qui, d'ailleurs, produit quelques effets sur le ralentissement de la dépense et qui montre aussi à nos concitoyens que les collectivités ne sont pas en dehors de celles qui doivent faire un effort. Et je le dis, on a essayé de travailler cette année avec les 4 blocs de collectivités, les intercommunalités, les communes, les départements et les régions. On a plutôt trouvé un point d'équilibre. Moi, je pense qu'il faut rester sur ce point d'équilibre qu'on a d'ailleurs adopté en première partie. Et donc, je pense qu'il faut une constance dans l'effort, ni plus ni moins. Merci, Madame Gréaume, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on est tous d'accord ici, sur tous les bancs, qu'il va falloir abroger le DILICO 1, parce que c'est important et c'est injuste. Pourquoi c'est injuste ? La généralisation d'une logique de prélèvement sur l'épargne des collectivités, il faut refermer la brèche qui a été ouverte l'année passée. C'est important. Pourquoi ? La majorité sénatoriale qui est ici, c'est quand même elle qui a créé le DILICO 1, mais ce n'était pas dans ce but-là. Au départ, ça s'est posé en juge de paix de l'austérité en proposant une alternative à un dispositif gouvernemental jugé brutal. Mon collègue l'a très bien dit. Mais ce faisant, elle a légitimé l'idée qu'une part de l'épargne brute des collectivités pourrait être mise à contribution pour le redressement des comptes de l'État. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Le principe a été posé, il était inévitable que l'État s'en saisisse. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le gouvernement a repris le mécanisme, l'a doublé, l'a étendu, et aujourd'hui l'a durci. Pour vous dire que c'est injuste, parce que de quoi on parle exactement ? On parle d'un prélèvement direct sur les capacités d'autofinancement des collectivités qui, elles, n'ont pas supprimé la taxe d'habitation, n'ont pas supprimé la CVAE et dont les marges financières n'ont cessé d'être réduites. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que nous refusons tous aujourd'hui ce DILICO 1. Et il faut l'entendre, et les collectivités le demandent. Merci. Merci. Monsieur Pacaud, vous avez la parole. Oui, j'espère que Madame la Ministre dira pas que je n'ai pas lu l'article et que je ne connais pas le DILICO et que la rapporteure me demandera pas de lui faire confiance quand je ne le fais pas. Bien au contraire, je défends la position de Stéphane Sautarel, parce qu'il faut voir d'où l'on vient. Le DILICO 1 a été une réponse à une première mesure gouvernementale l'an dernier qui était particulièrement négative. Il a, entre guillemets, adouci la pilule. Et il était censé n'exister que pour 1 an. Mais le gouvernement l'a repris, et alors dans une version Frankenstein, qui effectivement tirait sur toutes les collectivités. Et vous avez vu dans tous vos départements arriver des tableaux avec des montants par petite commune qui étaient effarants. Moi j'ai une commune qui s'appelle Armancourt, moins de 500 habitants, on leur piquait 14 000 €. Voilà. Stéphane Sautarel, Isabelle Briquet se sont mis au travail pour corriger le DILICO. Et le DILICO 2 est vraiment un moindre mal. Effectivement, il y a un effort qui est demandé, et le rapporteur général l'a dit, les collectivités ne peuvent pas être hors de l'effort national. Néanmoins, c'est le moins mauvais des systèmes qui est mis en place, et moi, je soutiendrai de tout mon cœur l'amendement proposé par les 2 rapporteurs. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement pour un petit rappel, nous discutons actuellement de l'article 75. L'article 75 ne concerne pas la nouvelle version du DILICO 2. Par contre, avec les amendements de suppression, vous savez toute l'affection que j'avais pour le DILICO 1. Hein, voilà. Mais là, en supprimant cet article, nous empêcherions
le reversement aux collectivités qui ont été ponctionnées. Madame la rapporteure. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention. Il ne faudrait pas... voilà. Madame Brulin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, tout le monde réalise aujourd'hui que le Dilico 1, il a donné l'idée de faire le Dilico 2 et qu'à ce rythme-là, ça peut faire très 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 mal dans l'avenir aux collectivités. Alors, moi, il me semble que si l'État a décidé qu'il doit reverser, y compris sous une autre forme, ce que les collectivités ont versé via le Dilico 1, il doit y avoir des solutions pour le faire. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent de toute cette mission, c'est que on considérerait qu'il faudrait quelque part transférer l'endettement de l'État sur les collectivités. Ça pourrait sembler régler le problème, mais finalement, nous n'aurions absolument rien réglé du tout, puisque l'endettement, il se représente de manière générale. Et puis, il faut que les collectivités participent à l'effort. Il y a beaucoup d'élus locaux qui considèrent qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts et que d'ailleurs les collectivités en font régulièrement. Mais il y a une petite différence entre l'État et les collectivités. C'est que l'État, il peut encore décider d'aller chercher des recettes. Il peut trouver des ressources, ce que les collectivités peuvent de moins en moins faire. Et donc on demande à ceux qui ont le moins de marge de manœuvre, les collectivités, qui sont surtout alimentées par des dotations et qui n'ont plus de leviers fiscaux, de participer à l'effort, alors que l'État, qui a des outils de justice fiscale, d'efficacité fiscale, ne les utilise pas. Eh bien, moi, je trouve que c'est une très grande contradiction et que les élus locaux ne supportent plus ce double langage. Madame Espagnac, vous avez la parole. Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est une demande peut-être de méthode, enfin en tout cas d'information que je demande aux deux rapporteurs. Je comprends qu'il n'est pas possible de sous-amender un amendement de suppression. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire une re-rédaction qui tout simplement supprime l'amendement, le Dilico 1, mais permet le maintien de la restitution de ce qui a été ponctionné? Ou on sous-amende l'article 76. Tout simplement. Je vais donner la parole à monsieur le rapporteur pour vous répondre tout de suite. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bien, le débat est passionné et c'est bien normal. Donc, juste pour répondre tout de suite à cette question-là, le sujet, ce n'est plus de supprimer le Dilico 1, quoi qu'on en pense. Il a été mis en place dans le PLF 2025. Aujourd'hui, on parle de ces conditions de remboursement du Dilico. Alors, on pourrait éventuellement faire un amendement pour demander 100% du remboursement en année 1 au lieu d'être sur 3 fois 30. Éventuellement, ça aurait pu être un amendement. Simplement, l'année dernière, nous avions prévu ce remboursement. Encore une fois, moi, je me félicite que la parole soit tenue. Et là, cet article 75, c'est quasiment un amendement de lettre, en quelque sorte. C'est pour s'assurer que même si vous n'étiez pas contributif à un Dilico 2, vous puissiez avoir le remboursement du Dilico 1. Alors, je redirai tout à l'heure que je ne partage pas ces propos parce que pour moi, le Dilico 2 n'est pas un bon terme, il est bien mal nommé parce qu'il n'a rien à voir avec le Dilico. Mais on va ensuite parler de l'article 76, mais presque le 75. C'est un sujet qui est derrière nous et on essaie là de rendre correct le remboursement en direction des collectivités. J'en profite pour dire que les 10% de péréquation qui sont prévus, ils reviennent aux collectivités. C'est 10% par bloc de collectivités. C'est-à-dire que sur la contribution du bloc communal, il y a 10% qui seront redistribués aux communes, sur les 10% du département identiques et sur les 10% des régions identiques. Donc voilà, je ne veux pas revenir trop longuement sur le Dilico, mais là on est sur un article qui ne prévoit juste les bonnes modalités pour assurer le remboursement
à partir de 2026 de ce qui a été mis en réserve en 2025. Et ensuite, on va reparler sur l'article 76 de l'autre dispositif, si vous voulez bien, qui me semble être plus le cœur du débat pour cette année. Madame Daniel. Oui, merci Monsieur le Président. Sur ce DILICO, il y a quand même deux sujets qui sont problématiques et qui posent des problèmes dans notre dialogue avec les élus, et ça revient souvent. Un, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire du choix des collectivités qui sont concernées. Là, on va sortir les communes, des intercommunalités vont rester, et ça, mais ça valait pour DILICO 1 aussi, en fait, cet arbitraire. Deuxièmement, ce qui est là devant nous, c'est la question de la fuite en avant. On voit qu'avec DILICO 2, on nous met comme argument qu'il faut faire ce DILICO 2 parce qu'on a fait le DILICO 1. Mais quelle est, dans ce cas-là, l'autonomie de la décision dans un cadre de discussion annuelle du budget? C'est une fuite en avant. Donc, soldons le DILICO 1 et n'annulons pas le DILICO 1 puisque c'est impossible. Soldons le DILICO 1. Et dans un moment où le gouvernement n'a que le mot simplification à la bouche, on sait que faire des économies de manière plus simple, c'est aussi possible sans être obligé d'inventer des systèmes qui apparaissent comme complexes, nous engageant trop dans le temps et parfois un peu difficiles à projeter par rapport à la vision que peuvent avoir les communes dans leurs projections budgétaires qui, là, sont concrètement une projection budgétaire de difficulté à boucler des budgets pour les collectivités dès l'année 2026. Merci, Monsieur Benaroche. Non. Madame Lavarde. Une petite précision. Effectivement, l'argent de la péréquation revient à chaque niveau de commune, mais ne revient pas à ceux qui ont contribué au DILICO. Les sommes qui vont aller pour l'abondement de l'enveloppe du FPIC, les communes qui bénéficient du FPIC ne sont pas celles qui ont été appelées à mettre en contribution au DILICO. Donc voilà, sous cette réserve, bien évidemment qu'il faut conserver cet article 75, parce que la collectivité que je représente, elle espère bien récupérer le tiers de l'argent qu'elle a envoyé l'année dernière, et c'est des montants qui sont considérables. Monsieur Lurel, vous avez la parole. Monsieur Lurel, ensuite Monsieur Vézousfort. Et je vais clôturer la discussion. Nous en sommes à 22 prises de parole. Monsieur Lurel, vous la retirez. Monsieur Vézousfort, vous êtes le dernier. En acceptant le DILICO, en fait, on continue dans un processus sans fin. Est-ce que les collectivités sont prêtes à participer au redressement de la nation? Bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on constate? Depuis 10 ans, on demande aux collectivités de faire un effort pour participer au redressement de la nation. Et quel est le constat qu'on fait aujourd'hui? C'est que la situation budgétaire de ce pays n'a jamais été aussi catastrophique. On est en train de désespérer les élus. On est en train de casser la croissance avec des collectivités qui, je le rappelle, participent à 75% de l'investissement local. Et demain, ça va continuer à se poursuivre. On a eu le contrat de Cahors, on a eu le DILICO 1. Aujourd'hui, on réfléchit sur le DILICO 2 en se disant c'est moins pire que le DILICO 1. Et demain, vous aurez les DILICO 3. La vérité, c'est que vous allez continuer à mettre en difficulté la croissance dans ce pays et sa situation financière. Merci. Je vais mettre aux voix ces 3 amendements identiques avec 2 avis défavorables. Qui est pour l'adoption? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous passons au 1821. Monsieur Patient? Monsieur Théophile? Non, vous n'êtes pas signataire, je suis désolé. Pour le 1821. Ah, 1818, oui, pour ma part. Donc le 1821 n'est pas défendu. Mais auparavant, il y avait 1818. Ah, pardon. Excusez-moi, Madame Gréaume. Vous présentez le 1722. Oui, je vais présenter le 1722. Alors, chers collègues, je vais vous régler le problème. Je ne supprime pas, je ne vais pas supprimer l'article 75. Par contre, je demande à abroger le DILICO 1 et son extension.
non seulement refuser cette extension, d'en tirer les conséquences politiques en abrogeant le dispositif initial pour refermer définitivement la boîte de Pandore. Merci. Donc je vous invite à le voter. Pas de discussion commune, hein. Non. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Je suis désolé, mais c'est bien sûr un avis défavorable parce que c'est la même chose en pire. C'est-à-dire que si on fait ça, il n'y aura plus aucun retour vers les collectivités qui ont contribué au DILICO 1. Donc je vous demande un retrait ou un avis défavorable. Merci madame, je suis désolé. Même avis, je mets aux voix le 1722 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Lemoine, vous avez la parole pour le 1818. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un amendement présenté par notre collègue Georges Patient, sénateur de la Guyane. Alors, il peut paraître un peu technique, et pourtant, il est important pour les communes ultramarines. En effet, cet amendement vise à exclure l'octroi de mer du potentiel financier des communes d'outre-mer dans le calcul qui détermine en fait les communes éligibles au DILICO. Et le CFL, le Comité des finances locales, a établi de longue date que l'octroi de mer n'était pas un indicateur de richesse et que donc il ne fallait pas l'intégrer dans la nouvelle définition du potentiel financier. La loi de finances pour 2022, qui réformait le potentiel financier, d'ailleurs a exclu l'octroi de mer de ce potentiel. Et en réalité, cet indicateur n'a jamais été utilisé de la sorte. Et donc, finalement, en y ayant recours pour le dispositif dit DILICO, eh bien, ça pénalise les communes ultramarines. Et c'est la raison pour laquelle il est proposé de l'exclure. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais vous demander de retirer cet amendement parce qu'il viendrait modifier une modalité qui a prévalu pour la détermination des contributions au DILICO en 2025. Donc, nous ne pouvons pas, a posteriori, modifier des critères de répartition. J'ajoute, par ailleurs, que seules 7 communes d'outre-mer ont contribué au DILICO en 2025. On avait essayé de prendre un certain nombre de critères qui nous prémunissaient d'une contribution trop forte des outre-mer. Mais là, je ne veux pas anticiper, puisque déjà on a beaucoup anticipé sur les travaux ou le débat sur l'article 76. Comme par ailleurs, on va vous proposer des modalités sur le dispositif 2026 qui exclura les communes, de fait, votre amendement est satisfait. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Même avis? Même avis. Même avis. Je mets aux voix l'amendement. Oui, monsieur Lemoine. Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole, même si ça peut surprendre. C'est une curiosité juridique. C'est quoi le potentiel financier? C'est le potentiel fiscal auquel on ajoute la part forfaitaire de la DGF. Là, ce n'est pas le cas dans les Outre-mer. Ça ne se fait nulle part dans l'Hexagone, cette affaire-là. Et à l'époque, on a protesté. On a décidé qu'il faut comme indicateur de richesse. C'est un indicateur de compensation de surcoût décidé par l'Europe et qui n'est pas géré par les communes, mais géré par les régions encadrées par des directives européennes. Vous avez décidé ici, à l'époque vous aviez refusé, c'était en 2016, vous avez décidé une seule fois, et puis en 2020 ou 2021, vous êtes revenu et vous avez décidé d'intégrer l'octroi de mer qui n'est pas détenu, ni maîtrisé, ni géré par les communes. Je dis à mes collègues socialistes qui sont là, parce que j'ai entendu quelques étonnements, ça ne se fait nulle part. Alors je dois vous dire, j'ai participé avec vous il y a un moment sur beaucoup de choses, sur la voirie, sur la montagne, sur les communes rurales. Quand il s'agit des Outre-mer, il y a une indifférence. Si, il y a une indifférence. Quand on a dit la seule exception qui n'avait pas d'effet de bord et d'effet redistributif, c'est la ville capitale Basse-Terre, chef-lieu de débat, vous avez refusé. Là encore, c'est une curiosité juridique. Vous estimez comme c'était une faveur qui est demandée. C'est une irrégularité juridique. Parce que le CFL a refusé, parce que c'est contraire à la définition de la DGF. C'est un bon amendement quand je voterai, même si je devais être seul. Monsieur Lemoine, c'est bon. Je mets aux voix l'amendement 1818 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1821 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, vous présentez le 23? Rédactionnel. Rédactionnel. L'avis favorable, Madame la Ministre?
Je mets aux voix l'amendement 23 rédactionnel qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 75 dans sa totalité qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 75 est adopté. La parole est à Monsieur le Président de la Commission des Finances. Monsieur le rapporteur, je suis saisi d'une demande de priorité. Ah, c'est à vous. Je suis en train de lire votre texte, Monsieur le Président, mais allez-y. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, nous poursuivons maintenant le sujet du DILICO que nous venons d'entamer et nous devions commencer par discuter des amendements de suppression de l'article 76 qui vise à supprimer le DILICO dit 2 proposé par le gouvernement. Or, la Commission a approuvé une proposition alternative, vous le savez, et il lui semble utile que le Sénat puisse discuter et se prononcer sur cette alternative avant de discuter du dispositif du gouvernement sur lequel notre position est, je crois, commune sur tous les bancs. C'est pourquoi, en application de l'article 44 du règlement, la Commission demande, Monsieur le Président, la priorité de discussion et de vote sur les amendements identiques 24 et 1284 de la Commission des finances et de la Commission des lois, ainsi que sur le sous-amendement 2252 qui s'y rapporte. Et si nous le faisons à cet instant, c'est aussi pour permettre à chacun, lors de ses prises de parole sur article, s'il le souhaite, d'intégrer le double sujet, suppression du DILICO 2, proposition de la Commission dans la même réflexion. Merci. Chers collègues, selon l'article 44, alinéa 6 de notre règlement, la priorité de droit quand elle est demandée par la Commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Est-ce qu'il y a une opposition du gouvernement, Madame la Ministre? Non. Monsieur le Président Hervé, vous avez demandé un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Ministre, mes chers collègues, au titre du même article 44 alinéa 6, je veux vous dire que la Commission a parfaitement le droit, le gouvernement peut être favorable et nous allons évidemment appeler la priorité sur cet amendement. Mais je veux dire quand même que c'est une manière d'éviter la discussion sur la suppression de l'article et donc sur la suppression du DILICO 2. Parce que c'est cela dont nous étions un certain nombre de collègues à vouloir parler en premier. Le fait que nous ne voulons pas que cette expérience du DILICO sous toutes ses formes, etc., puisse continuer. Donc, bon, évidemment, et a fortiori, ayant parfois la même charge de la séance que M. Ouzoulias, évidemment, c'est pas un drame en soi, mais il faut que chacun ait en tête que l'objectif de la demande, c'est bien de contourner la discussion sur les amendements de suppression. Merci, tout va bien, Monsieur le Président. Donc, la priorité a été actée et sur l'article 76, j'ai une prise de parole de Monsieur Roiron. Je pense qu'elle va se multiplier, bien sûr. Monsieur le Président, je voudrais dire que notre groupe avait déposé un amendement proposant un plafond global limité à 3% des recettes réelles de fonctionnement du cumul de l'ensemble des contributions demandées aux collectivités. Il a malheureusement été déclaré article 40. Alors, comme vous le savez, il a été évoqué le DILICO, la révision des valeurs locatives, la DCRTP, et tout ça, pour certaines communes, je donnerai par exemple une commune très simple, Aulnay-sous-Bois, ça sera plus de 4% de perte de recettes réelles cette année. Donc je voudrais que Madame le Ministre puisse nous répondre sur cet aspect, comment elle envisage de faire pour que ces communes n'aient pas un choc budgétaire tellement important qu'ils remettent en cause les services qu'ils apportent à la population. Monsieur Benarroche, vous avez demandé la parole. Oui, dans la ligne de l'intervention de Loïc Hervé, bien entendu que le changement d'ordre d'étude des amendements fait que si l'amendement qui est proposé par la Commission est adopté, nous ne pourrons pas discuter, nous ne pourrons pas avoir la discussion que nous aurions dû avoir sur la suppression du dispositif d'ILICO. Je le regrette, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, je pense que nous ne devons pas éluder les problèmes, c'est une façon de les éluder. Que je n'approuve pas et que certains de mes collègues, en tout cas mon groupe, n'approuvent pas. Donc je vais dire deux mots quand même du DILICO 2, parce que sinon je n'aurai pas l'occasion de les dire peut-être après. Le DILICO 2, en dehors du fait qu'il portait le montant de la contribution à 2 milliards d'euros, malgré
l'amendement qui va être présenté. Le répartissait déjà sur 3 niveaux de collectivité territoriale, je vous le rappelle, 720 millions sur les communes, 500 millions sur les EPCI, 280 millions sur les départements et 500 millions sur les régions. J'ai eu, comme beaucoup de mes collègues, de nombreuses demandes de certaines strates de collectivités qui disaient c'est trop pour nous, c'est pas assez pour les autres, etc. Déjà, en soi, ne serait-ce que pour avoir créé ces demandes-là et ces oppositions-là, le système qui nous est proposé n'est pas convenable et ne nous va pas comme il ne va pas à la majorité des collectivités. Mais au-delà de ce choix de répartition de l'effort, qui va à la fois trop loin dans les montants et dans ces nouvelles modalités, nous y voyons en fait directement une résurgence, effectivement, certains l'ont dit, des contrats de Cahors. Et j'ai pu parler, et je le redis dans ma DG, que pour nous, le Dilico 2 s'apparente réellement à un mécanisme usurier. Nous regrettons cette nouvelle atteinte à la libre administration, à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Vous l'avez bien dit, elles n'ont pas les moyens de le retrouver, elles n'ont pas les moyens de lever des fiscalités, elles n'ont pas les moyens de retrouver une capacité d'investissement qui est celle qui sert à l'État et celle qui sert aux communes. Donc, afin de préserver cette autonomie financière des collectivités, merci, cher collègue. Le présent amendement propose de supprimer. Monsieur Chassaing, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc effectivement, comme vient de le dire Monsieur Benaroche, le Dilico instauré en 2025 pour associer les collectivités à l'effort national de redressement des finances publiques, cette reconduction s'accompagne d'un doublement du prélèvement porté à 2 milliards d'euros répartis comme ça vient d'être dit. Dans ce contexte marqué par la stagnation de la DGF, la baisse des dotations spécifiques et la hausse significative des charges obligatoires, une telle ponction fragilisera les capacités d'investissement local. La suppression du Dilico 2 nous apparaît nécessaire pour préserver l'autonomie financière des collectivités, garantir les marges de manœuvre en matière d'investissement et éviter toute reconstitution des mécanismes contraignants semblables au contrat de Cahors. Merci. Merci. On va passer... Oui, Madame Senet, vous avez la parole. J'ai peu pris la parole ce soir. Si je comprends, si on ne vote pas le Sautarel, on ne vote pas le Arnaud et on ne vote pas le Roux, et qu'on attaque celui et qu'on vote collectivement celui de Madame Noël, qui pourrait éventuellement le retirer par pression, ou celui de Monsieur Califé qui pourrait être retiré, peut-être Monsieur Manonville pourrait le laisser, et dans ce cas-là, on pourrait supprimer le Dilico 2. C'est peut-être aussi un moyen, si collectivement nous voulons effectivement supprimer ce collectif, si la majorité sénatoriale et l'ensemble de l'opposition, si le Sénat en fait décidait de ne pas voter le Dilico 2, eh bien nous avons finalement une solution. Chacun vote en son âme et conscience. Merci. Monsieur le rapporteur, vous nous présentez l'amendement de la commission, le 24, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, si la Commission a souhaité proposer cet amendement, c'est parce qu'il nous apparaissait aussi que ce dispositif de Dilico 2 qui était proposé par le gouvernement n'était pas satisfaisant avec le doublement du montant, ça a été dit, la durée de reversement sur 5 ans et puis la possibilité surtout donnée à l'État de ne pas rembourser. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de vous relier à cet amendement qui vise à refuser le Dilico 2, je l'ai dit déjà bien mal nommé, en lui opposant une reconstruction avec des moindres montants du Dilico 1. Alors que le montant du Dilico 2 est de 2 milliards d'euros, ce qui semble excessif, mon amendement réduit le montant de la contribution à 890 millions d'euros, juste le montant nécessaire pour respecter l'objectif de contribution des collectivités territoriales à hauteur de 2 milliards d'euros en 2026, tel que fixé par le président Larcher, et en privilégiant, je le rappelle, des mesures d'épargne forcée et de trésorerie. Le Dilico 2 prévoit un reversement sur 5 ans. Mon amendement revient à un reversement sur 3 ans. Le Dilico 2 donne la possibilité donnée à l'État de ne pas rembourser les collectivités. Certains ont utilisé le terme de contrat de Cahors. Mon amendement assure le retour des sommes prélevées dans les 3 ans, comme sur la première année, avec cette obligation de 10% de péréquation. Je précise en outre que mon amendement divise par 2 le prélèvement des départements. Seule une vingtaine d'entre eux contribueraient, tous pour un montant inférieur à 2025.
sans compter le fait que le reversement de la première année d'illico viendra atténuer cet effort. Surtout, mon amendement exonère les communes de tout prélèvement au d'illico en 2026. L'adoption de ce compromis me semble indispensable pour tenir la ligne claire qui est celle du Sénat, que notre président a souhaité porter avec un effort des collectivités limité à 2 milliards d'euros. L'adoption de l'amendement de la Commission est la seule mesure restante afin de compléter notre copie suite à nos délibérations précédentes. J'insiste, si nous nous y tenons, je crois qu'elle pourrait rassembler cet amendement, même si l'article 76 est supprimé, un compromis qui permettrait à notre copie d'être crédible. Le gouvernement et l'Assemblée nationale auront une justification difficile à mettre en avant et à remettre en cause les votes, parce que si nous ne l'adoptions pas, il y aurait un vrai risque de revenir à la copie initiale du gouvernement dans un texte final. Ce risque me semble très crédible. J'attire votre attention, mes chers collègues, et vous invite donc à rallier l'amendement de la Commission de façon à ne pas connaître ce que nous avons connu sur le vote du PLFSS cette semaine. C'est pourquoi je vous enjoins d'adopter cet amendement de compromis qui me semble équilibré. Je vous remercie. Monsieur Arnaud, vous défendez un amendement identique, le 1284. Oui, je défends au nom de la Commission des lois. Nous avons évidemment largement débattu de ce sujet au sein de la Commission des lois et dans le souci et la ligne qui a été rappelée de manière très précise par Stéphane Sautarel, nous avons émis un avis favorable et donc je porte aussi cet amendement au titre et au nom de la Commission des lois, dans tous les cas la majorité de la Commission des lois. Monsieur Roux, vous avez un sous-amendement, le 2252. Nous le retirerons. Il est retiré. Madame la ministre, quel est votre avis sur ces deux amendements identiques? Merci, monsieur le président. J'ai 3 points sur ces amendements. Juste avant, je voudrais remercier le rapporteur général, monsieur Husson, et le rapporteur Sautarel pour leur prise de parole de tout à l'heure. Nous sommes depuis, en tout cas l'année dernière, dans un effort exceptionnel, douloureux, de redressement de nos finances, que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 3 400 milliards de dettes. Et nous avons dû trouver des mécanismes qui permettent à la fois de limiter la dépense tout en faisant de la péréquation. Ce n'était pas facile. Vraiment, moi, je vous rends hommage. Alors, sur ce que vous proposez, j'ai dit tout à l'heure, sur mes 3 points, il y a 2 observations ou 2 points que je lève par rapport à la position du gouvernement. C'est le remboursement sur 3 ans au lieu des 5 ans, comme vous le proposez. Je vous annonce aussi l'accord du gouvernement pour la suppression des clauses de restitution que vous appeliez baroques pour être... voilà. Par contre, j'ai une interrogation qui, à mon avis, n'est pas... Je pense, une petite interrogation, puisqu'on a fait quelques explorations juridiques, et dans votre proposition, vous excluez une catégorie de collectivités. Vous faites contribuer les régions, les départements, les EPCI, et vous avez exclu les communes. J'entends ce que vous dites. Je dis juste attention au risque juridique d'exclusion d'une catégorie de collectivités. Et quand je dis le risque, c'est le risque juridique. Je le pose là. Toutefois, vous voyez que sur le reste, c'est-à-dire sur le montant, nous ne sommes pas à ce stade de nos discussions totalement en phase. Donc c'est un avis défavorable pour les points que je viens d'évoquer. Monsieur Uzna, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons eu l'occasion de le dire, pour nous, le DILICO, c'est 0. Ce n'est pas de DILICO 1, pas de DILICO 2. C'est même pas qu'il est inexplicable, c'est qu'il est injustifiable. Il faut être clair. Là, je crois que la majorité sénatoriale en 2025, cette année encore, fait preuve d'une très belle imagination. Mais en réalité, c'est une forme de pyramide de Ponzi qui réussit l'exploit de faire perdre de l'argent aux prêteurs forcés. C'est quand même extraordinaire. Je ne pense pas qu'un jour on aurait pu imaginer cela, et qui met de la concurrence entre collectivités. Là aussi, c'est très fort, et avec votre amendement, monsieur le rapporteur, c'est le cas.
quant au respect de la parole de l'État. On en est réduit à dire « c'est formidable, l'engagement va être respecté pour le remboursement de la première année ». Mais c'est simplement écrit noir sur blanc. Il n'y a pas à se féliciter, c'est la normalité des choses. Ce qui est moins normal, Madame la Ministre, et vous n'êtes pas là depuis suffisamment longtemps, c'est que depuis trop d'années, l'État ne tient pas sa parole. C'est très clair sur tout un ensemble de dispositifs. Au passage, le Dilico 1, chers collègues, c'était promis pour une année. Pour une année, c'est ça le message qui avait été envoyé aux collectivités. Et là, nous ne sommes évidemment pas au rendez-vous. Et c'est une infantilisation des élus locaux, une brutalisation, parce qu'il faut quand même le redire ici. Quand vous comparez avec ce qui a pu se passer il y a quelques années, à l'époque, il y avait encore de l'autonomie fiscale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autonomie fiscale. Aucun moyen de reprendre de l'oxygène face à un État qui vous comprime. Il faut être très clair là-dessus. Et enfin, parce que là, on l'a dit, Madame la Ministre l'a rappelé, on met à contribution en particulier les intercos et les régions en faisant croire que les communes seront protégées. Ça n'est pas vrai. En 2025, quand les départements ont été touchés, dans le Morbihan, on le sait, suspension du programme de solidarité territoriale. Première collectivité touchée, les communes, en particulier les plus rurales. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre ces amendements et nous voterons la suppression du Dilico 2. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste apporter quelques précisions. D'abord, sur le constat, pour, je crois, partager avec vous la priorité à ne pas avoir à répondre à un effort. Si la situation des finances publiques n'était pas celle que l'on connaît, nous préférerions ne pas avoir à contribuer à l'effort. Ensuite, on est sur cet engagement de 2 milliards d'euros. Moi, je veux redire que dans ces 2 milliards d'euros, il y a 1,5 milliard, les 890 millions du Dilico qui sont de l'épargne forcée et les 600 millions du FCTVA qui sont du décalage de trésorerie d'un an. Donc sur les 2 milliards, il y a 1,5 milliard qui ne sont pas une ponction, qui ne sont pas confiscatoires, qui sont un décalage qu'on peut regretter et il serait sans doute souhaitable que ce soit autrement. Mais on a connu des époques, je pense notamment quand on a réduit la DGF, où il n'y avait pas de retour après la réduction. Ensuite, par rapport à la troisième remarque de Madame la Ministre, je veux juste rajouter un point. Déjà sur le Dilico 1 et dans d'autres dispositifs, c'était vrai. Il y a non pas une proportionnalité dans les efforts, mais les 3 blocs sont concernés. Le bloc communal, le bloc départemental et le bloc régional. Certes, pas dans la même proportion, certes, pas avec les mêmes conditions et pas les mêmes quantums, mais les 3 blocs sont concernés. Comme l'année dernière, les 3 blocs étaient concernés, pas de manière proportionnée. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur ce volet-là. Monsieur Fargeau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes chers collègues, ne nous racontons pas d'histoire. Voter l'Dilico, même dans sa version minorée et révisée, c'est adhérer à ce dispositif. Les élus locaux comprennent le devoir de participation des collectivités territoriales au redressement des comptes publics, mais pas sur un prélèvement arbitraire, injuste et dangereux pour les services publics locaux. Le problème, ce n'est plus son montant, c'est son existence. On habille les comptes de l'État qui fait de la cavalerie en prélèvement arbitrairement sur les collectivités sans aucun rapport avec leur situation réelle. Le Dilico est un prélèvement aveugle conçu pour améliorer tout simplement artificiellement les comptes nationaux au prix de l'asphyxie des budgets des collectivités. Et au lieu d'en mesurer les effets, d'en évaluer l'impact, l'État nous proposait aujourd'hui de remettre une couche, un Dilico 2, sans analyse, sans données, sans cohérence. La première version devait être exceptionnelle, je le rappelle. On voit ce qu'il en est aujourd'hui, une mécanique qui s'installe sans justification économique. Le Dilico, c'est l'exemple même d'une recentralisation budgétaire qui ne dit pas son nom. Le Dilico 1 était une erreur de méthode, le Dilico 2 est tout simplement inacceptable. La nouvelle mouture présentée par le rapporteur général est un moindre mal puisque les communes ne seront pas impactées ni même une majorité de départements et notre groupe votera cette version. Néanmoins, je dénonce cet habillage du gouvernement pour maquiller le budget de l'État. Et enfin, les collectivités ne peuvent pas devenir éternellement les prêteurs de l'État. Merci, chers collègues. Madame Brulin, vous avez la parole pour une explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur les nombreux et très bons arguments qui montrent
que le Dilico, dans son principe même, est complètement insensé et inacceptable. Personne dans ce pays n'accepterait de prêter de l'argent en sachant qu'on ne va pas le rembourser en totalité et que quelque chose qui est exceptionnel une année, finalement, se pérennise les années suivantes. Mais y compris dans la version que le rapporteur essaye d'atténuer, il y a des choses extrêmement dangereuses. Par exemple, les EPCI, dont la contribution serait ramenée à celle de 2025. Il y a parmi ces EPCI des communes ou d'agglomérations qui ont la charge d'accueillir de très grands équipements industriels, de construire du logement, des infrastructures. Et à ces mêmes collectivités qui doivent s'engager dans un effort d'ordre national, je pense par exemple à l'accueil de tranches EPR, eh ben, on va leur dire on vous met à contribution avec ce Dilico 2. Et à l'inverse, il y a des intercommunalités qui ont vu disparaître ou des activités industrielles cesser avec un impact financier extrêmement lourd. Et pareil, on les met à contribution au même niveau que 2025 sans se poser de questions. Alors on parle beaucoup de différenciation, d'être à l'écoute des territoires, de faire des mesures qui s'adaptent à la réalité des territoires. Eh bien, le Dilico est complètement contraire à ça. Il ponctionne de manière inconsidérée et sans tenir absolument aucun compte des besoins et des exigences de certains territoires. Et nous également, nous sommes complètement contre ce dispositif et je crois que le Sénat s'honorerait à le battre en brèche. Monsieur Chailloux, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, moi j'avoue que je suis assez surpris par ce qu'on entend, parce que sur le terrain, nous entendons très régulièrement, y compris je m'adresse aux collègues de la majorité sénatoriale, des arguments contre les décisions de l'État qui viennent limiter les moyens des collectivités, qui viennent imposer. Et là, de fait, à travers cet amendement, finalement, on acte un dispositif qui est totalement contraire à un certain nombre de principes fondamentaux. Et moi, j'en retiens qu'un, c'est la Charte européenne de l'autonomie locale et régionale, qui acte le principe que les collectivités territoriales doivent maîtriser leurs ressources, décider elles-mêmes. Et donc, de fait, on vient prélever, contrairement à tous ces principes, et en ne respectant pas la parole qui avait été donnée, qui était un dispositif exceptionnel. Donc vraiment, par cohérence, voter cet amendement, c'est finalement acter ce dispositif qui est contraire à tous les principes fondamentaux de l'autonomie locale et régionale. Vous avez demandé la parole. Monsieur Saumon, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je suis un petit peu surpris. Effectivement, je voudrais féliciter le rapporteur pour le travail qu'il a accompli pour tempérer, je dirais, les ardeurs du gouvernement pour ponctionner les collectivités locales. Mais quand j'entends dire effectivement que c'est une épargne effectivement forcée, mais c'est une épargne forcée, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement, dans le Dilico 1, c'était 90%, dans le Dilico 2, ça sera 80%, ou 90 aussi, je pensais que c'était 80. Donc c'est même encore mieux que je ne pensais. Mais en tous les cas, rappelez-vous quand même les années 2014 à 2018. 2014 à 2018, ce n'était pas une épargne forcée, c'était une diminution drastique des recettes qui se cumulait tous les ans pendant 4 ans. Si je prends le département de la Somme, je vous ai laissé parler. Permettez qu'on développe aussi nos arguments. Non pas pour défendre le Dilico 2, parce qu'effectivement, ça n'est pas une satisfaction que de ponctionner toujours les collectivités qui participent quand même à hauteur de 8% de la dette nationale. Donc effectivement, que chacun participe à... Et 54% de l'investissement, pour être plus précis, parce que ça n'a jamais été 80 ou 58. Merci d'avoir suivi l'examen du budget des collectivités locales. Rendez-vous sur notre site publicsénat.fr pour en savoir plus. Et bonne journée à tous sur Public Sénat.